Bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous présente aujourd'hui ma collègue Maria-Stella Busana, qui, comme vous allez le voir, a préparé une présentation très complète des recherches actuelles sur l'artisanat urbain en Italie du Nord et dans la plaine du Pô notamment, à l'époque romaine. Maria-Stella Busana est professeure à l'université de Padoue, qui est l'une des plus anciennes et plus célèbres universités italiennes, fondée en 1222 par des étudiants et des professeurs de l'université de Bologne, qui est légèrement plus ancienne. Et c'est intéressant pour nous parce que l'esprit dans lequel l'université de Padoue a été fondée, c'est un peu l'esprit dans lequel le Collège de France a été fondé quelques siècles après, c'est-à-dire la volonté des chercheurs et des étudiants de sortir de l'emprise de l'Église. Et donc c'est c'est même la seule université italienne de l'époque qui employait notamment des Hébreux et des gens qui n'étaient pas de religion chrétienne. Le curriculum vitae de Maria-Stella donne un peu le vertige, tellement elle a accumulé de responsabilités scientifiques et de recherche de terrain, dotée de financements très importants, et qu'elle a su obtenir d'institutions publiques. Je ne peux les citer toutes, bien entendu, mais je veux rappeler qu'outre son travail quotidien à l'université, c'est-à-dire non seulement les cours, mais aussi le suivi des étudiants en master et en thèse, elle a 13 directions de thèse à l'heure actuelle, ce qui est un beau record. Elle a aussi fouillé dans les villes antiques de Opitergium, aujourd'hui Oderzo, dans la ville d'Altinum, dans une ferme qui s'appelle Catron, qui était une ferme spécialisée dans l'élevage. Vous verrez quelques images. Elle a aussi fouillé à Scellum, qui est aujourd'hui Asolo, dans la région de Trévise, où elle a participé au dégagement du théâtre antique. Elle a travaillé à Montebelluno, où elle a fouillé des ateliers de métallurgistes, dont elle nous parlera aussi, mais elle a également travaillé sur les thermes, à Montegrotto Terme, par exemple. Et puis, tout récemment, elle a commencé un projet de fouille et de documentation de grande ampleur sur les thermes du Sarno à Pompéi, et donc ça nous ramène à Pompéi, une opération qui se fait en collaboration avec des ingénieurs et des architectes, dont les résultats sont déjà spectaculaires. Parallèlement, je ne sais pas comment elle fait, elle a dirigé des projets de recherche synthétique et pluridisciplinaires sur un complexe thermal à la Via Neuroniana, sur les ponts de la Via Agna, sur l'étude des pesons de métiers à tisser, un projet qui s'appelle Pondera, dont elle nous parlera, sur les tissus antiques trouvés dans les fouilles, un projet qui s'appelle Trama, sur les aspects sociologiques et idéologiques du travail de la laine, notamment par les femmes, un projet qui s'appelle Lanifica, et enfin sur un atlas informatisé de l'Adriatique antique qui se fait en collaboration avec l'École française de Rome. Elle a aussi organisé de nombreux colloques, comme par exemple en 2003, à propos du site de Catron, sur la Via Agna et les sue infrastrutture. Et puis tout récemment, relativement récemment, à Padoue et à Vérone, un colloque sur la laine dans la Cisalpine romaine. Et puis donc tout récemment à Padoue, cette année même, cet automne, le symposium de Purpurea Vestes, qui a réuni pas moins de 90 communicants. Cette activité foisonnante se traduit bien entendu par une floraison de publications. Elle est l'auteur de 3 livres sur Oderzo, sur l'architecture rurale antique en Vénétie et sur la construction privée dans l'Antiquité. Elle a assuré l'édition de 6 ouvrages collectifs, dont plusieurs colloques, citons par exemple le colloque sur la laine de Padoue en 2012, et elle a enfin publié quelque chose comme 90 articles dans des revues et des colloques. C'est donc la meilleure spécialiste de la question de l'artisanat dans l'Italie du Nord que nous accueillons aujourd'hui,
et notamment la meilleure connaisseuse de cet artisanat presque invisible archéologiquement et pourtant si important, qui est celui des vêtements. Je lui laisse maintenant la parole. Comme elle va vous l'expliquer, nous avons beaucoup travaillé sur son texte. Elle le fera en italien, mais le PowerPoint est en français, et je vais vous distribuer, dès que ma secrétaire me les aura apportés, le texte de ce qu'elle va nous raconter maintenant. Prego. Merci. Cher public, c'est pour moi un grand honneur de présenter aujourd'hui au Collège de France un aspect de l'archéologie romaine dans le nord de l'Italie, où je vis et je travaille. Je suis reconnaissant au professeur Jean-Pierre Brun qui m'a invité à parler d'un sujet difficile, les métiers, qui tous les deux nous étudions avec passion. La difficulté découle de la nature ambiguë des témoignages archéologiques, due à la fois à l'absence de sources écrites et à la bibliographie produite par les savants modernes, qui font peu de place à cet aspect de la société romaine. Pourtant, l'artisanat a été l'une des bases de la vie quotidienne de la société antique. Je vous prie de m'excuser de continuer ma présentation en italien, mais grâce à la traduction du PowerPoint et de mon texte qui est à votre disposition, vous pourrez aisément suivre mon propos. Prima di entrare nell'argomento, Avant d'entrer plus avant dans l'argument, il faut se rappeler quand et comment eut lieu la romanisation du nord de l'Italie. nel III secolo Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, au moment des premiers contacts avec les Romains, différentes populations vivaient dans le nord de l'Italie. nella pianura padana e nel settore La plaine du Pô et le secteur du centre-ouest étaient occupés par des tribus celtiques qui vivaient dans des villages, les katas komas, non fortifiés, selon Polybe. nel settore orientale erano Dans la partie est de la plaine du Pô se trouvaient les Vénètes, qui avaient développé une civilisation urbaine brillante, con est avec Est et Padoue comme principaux centres. grazie agli stretti rapporti da un lato Grâce aux étroits rapports établis avec les Étrusques du sud du Pô et d'autre part avec le monde Égéen par la mer Adriatique. Le territoire vénète fut aussi affecté au 5e, 4e siècle avant par une présence celtique significative apportant de nouvelles coutumes ainsi que de nouvelles traditions artisanales. veneti e gallici Les Vénètes et les Aulerques sénomants nouèrent immédiatement des traités d'amitié offrendo avec les Romains, offrant leur alliance en échange d'une protection contre les visées expansionnistes de certains groupes celtiques et la menace des pirates de l'Adriatique. resto dell'Italia settentrionale. Dans le reste du nord de l'Italie, les étapes de la conquête romaine furent marquées par des affrontements militaires, des déportations, des fondations de colonies et la réalisation de routes permettant de contrôler le territoire conquis petit à petit. Dopo le conquiste dell'Ager Gallicus e del Piceno, Après la conquête de la région de l'Ager Gallicus et du Picenum, viene fondata la colonia fut acquise lors de la victoire de Sentino en 295. romano nella pianura. En 268 fut fondée la première colonie romaine de la plaine du Pô, la colonie d'Arminium, aujourd'hui Rimini. Puis en 220, la Via Flaminia fut étendue de Rome à Rimini. Les Romains sont partis de cette base pour renforcer leur prise de contrôle de la plaine du Pô, avec la fondation de colonies de Plaisance et de Crémone, et après la défaite d'Hannibal, de Bononia, aujourd'hui Bologne, Mutina et Parma, reliés par la Via Emilia. À ce moment-là, Rome se tourna vers le riche nord-est et fonda, en 180, la colonie latine d'Aquilée, officiellement dans le but d'assurer la protection des Vénètes. Peu après l'ouverture de la Via Postumia, qui traversait toute la vallée du Pô, puis de la Via Annia, probablement à partir de Bologne, et de la Via Popilia, créa des couloirs aisés
pour assurer le passage des armées, des hommes, des marchandises et des idées. Ces brassages ont donné un élan au processus de romanisation, ou plutôt d'auto-romanisation, des communautés autochtones, en particulier des élites. L'intégration progressive du nord de l'Italie dans l'État romain a été mise en œuvre par un certain nombre de mesures législatives. L'octroi du droit latin, Ius Lati, en 89, et de l'Optimum Ius en 49. Le dernier acte juridique, l'abolition de la province de Cisalpine, probablement en 42 avant Jésus-Christ, a totalement intégré la plaine du Pô à l'État romain et a repoussé les frontières de l'Italie aux Alpes. D'autres guerres, d'autres fondations coloniales et d'autres ouvertures de routes furent nécessaires pour pacifier le secteur ouest et surtout la Gaule transalpine. Avec la réforme administrative de l'Italie mise en œuvre par Auguste, de 7 après Jésus-Christ, la partie nord de la péninsule fut divisée en 4 régions, regiones numérotées de 8 à 11. Leurs limites suivaient à peu près l'extension des territoires occupés par les populations locales. La région 8 par les Gaulois, la région 9 par les Ligures, la 10 par les Istriens, les Vénètes et les Olerxénomans, la 11 par les Insubres. Mais revenons à présent à notre sujet, l'artisanat à l'époque romaine. Après avoir décrit les principales étapes de l'histoire des études sur le sujet, je montrerai les premiers résultats d'un ambitieux projet sur l'artisanat romain en Italie nord-occidentale, de l'Italie donc nord-occidentale, puis de façon plus approfondie les résultats d'un certain nombre de projets spécifiques menés par les chercheurs de l'université de Padoue sur les zones de l'Italie du nord-ouest. Il manque encore toutefois une étude générale sur l'artisanat romain. La Gaule cisalpine a pendant longtemps occupé une place marginale dans la recherche sur l'artisanat à l'époque romaine. Les modèles proposés dans les années 80 pour la péninsule italienne par des chercheurs tels que Andrea Carandini et Jean-Paul Morel sont difficilement applicables à nos régions. Andrea Carandini, en 81 et en 88, identifie en effet 3 types d'artisanat. Sites productifs. Le petit artisanat à caractère domestique, lié à la petite propriété, paysanne, et destiné aux marchés locaux ou régionaux, se développant à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les manufactures esclavagistes apparaissant au IIe siècle et atteignant leur apogée au 1er siècle après, puis déclinant au IIe siècle de notre ère. Et enfin, les grandes manufactures attestées de l'époque flavienne jusqu'au IIIe siècle. Jean-Paul Morel, à partir de l'étude de la production des céramiques, des inscriptions et des textes littéraires, nuance la division entre la production de petits ateliers et de grandes manufactures, en mettant l'accent sur la complémentarité des deux systèmes d'organisation, sur la présence de branches et sur la participation des élites municipales dans le secteur manufacturier. Ces modèles ne sont pas applicables à l'Italie du Nord, parce que, d'une part, les données archéologiques sur les installations artisanales urbaines manquent, en raison de la continuité de la vie dans presque toutes les villes, et d'autre part, la situation socio-économique était différente, documentée principalement par les inscriptions, était très différente en raison de l'absence de grandes manufactures, de grands domaines. Une étude importante fut celle de l'historien Daniel Foraboschi, qui reconnaît dans le nord de l'Italie un patchwork d'économie locale dans lequel la ville est le pôle organisateur d'une zone pratiquement autonome. Bien que les réalités locales, liées les unes aux autres et interdépendantes pour la commercialisation de certains produits, par exemple pour la fixation des prix dans le cadre de marchés historiquement établis. Un rôle fondamental, aussi bien pour l'artisanat que pour l'agriculture, d'un réseau de petites entreprises artisanales et de petites exploitations.
Cette reconstruction, par Foraboschi, dérive des sources historiques et épigraphiques. La prise en compte des données provenant des fouilles et des représentations de la culture matérielle est minimale. En outre, elle semble avoir été également influencée par la réalité économique actuelle, caractérisée par la distribution généralisée des PME. Le manque de documentation archéologique a donc limité longtemps l'artisanat de la cisalpine à des études presque exclusivement historico-épigraphiques. On étudiait les données fournies par les inscriptions, qui mentionnent les personnages impliqués dans les différentes activités dans ce domaine. Il faut mentionner les travaux de Gino Bandelli sur les classes moyennes de la cisalpine, ou encore ceux d'Ezio Bucchi, Alfredo Buonapane, Claudio Zaccaria, sur le marquage des objets du quotidien, l'instrumentum domesticum. Ces études historiques ont montré que le contrôle exercé par les élites municipales sur une bonne part des activités de production, lors du processus de romanisation et au cours de l'époque impériale, mais elles ont aussi décelé le rôle productif des classes moyennes. Un tournant des recherches a été marqué dans les années 90 par les recherches de Tiziano Manoni et d'Enrico Giannicheda, dans le cadre des études d'archéologie médiévale. L'application de l'ethno-archéologie, des méthodes de l'archéologie expérimentale et de l'archéométrie appliquées aux artefacts. Ces méthodes, déjà adoptées dans les études pré-proto-historiques, ont conduit à étendre également au monde romain l'intérêt pour ce qui a été appelé archéologie de la production. De là est né en 2000 le projet européen CRAFT, structure, implantation et rôle économique de l'artisanat antique en Italie et dans les provinces occidentales de l'Empire romain, qui a proposé la reconstruction du cadre productif et économique à partir de la documentation archéologique concernant l'artisanat. Pour la partie italienne, de l'Italie du Nord, la recherche artisanat et production en cisalpine a été dirigée par Sara Santoro, une qui est malheureusement décédée récemment. Pour la Gaule belgique et les provinces occidentales, le projet a été dirigé par Michel Polfer, du Centre universitaire de Luxembourg. La recherche du projet CRAFT dans le nord de l'Italie a porté surtout sur le secteur du centre-ouest de la plaine du Pô et très peu sur le secteur oriental. La collecte systématique et informatisée, avec la base de données Volcanus, des données archéologiques, a porté sur certaines zones test dans différentes aires géographiques. Une grande zone centrale, de la plaine centrale, et une région à l'ouest, et les contreforts des Alpes. Un des principaux mérites du projet était d'élaborer une définition claire des indicateurs pour les différentes activités productives et pour les étapes de traitement. Céramique, verre, bronze, cuivre, plomb, étain, argent, or, fer, bois, textile, pierre, chaux. Voir par exemple la fiche relative au cycle du fer. Extrêmement utile, ce travail sur les indicateurs permettant de reconnaître les différentes productions et les différentes phases de la production. En ce qui concerne la reconstruction des systèmes économiques, les résultats de l'enquête ont pour la première fois offert des données quantitatives. La distribution des différentes productions est bien évidente lorsqu'on compare les données relatives au territoire test de la zone centrale, Mantoue et Bologne, Mutina et Bologna, avec ceux des contreforts alpins. On trouve une prédominance absolue des indices de production de céramique, avec une présence nettement plus importante dans les plaines, jusqu'à 70% des sites productifs, et dans les montagnes, 10% seulement des sites. L'omniprésence presque exclusive de l'artisanat de la pierre dans les Alpes
l'existence d'une activité significative et relativement homogène de la métallurgie, fer, bronze, plomb, métaux précieux, et l'attestation sporadique d'autres activités productives, verre, os, bois, etc. On a pu remarquer la grande visibilité de la production de céramique, contrastant avec son manque d'attestation dans les sources écrites, ce qui est très différent de la grande visibilité dans les sources écrites de la production textile, alors qu'elle est invisible sur le terrain. Cela signifie que le textile avait une plus grande visibilité sociale, phénomène que Jean-Paul Morel, sur la base de données trouvées en Asie centrale, attribue à la liaison étroite entre l'industrie de la laine à la grande propriété foncière. Cette dignité compensait en partie la qualification de ars pudenda, qui caractérise les autres activités manuelles. Du point de vue chronologique, l'essentiel de la documentation concernant le nord de l'Italie montre une concentration dans les 2 premiers siècles de l'Empire, mais avec des précédents notables dès le 2e siècle avant, avec la production de briques lors de la phase d'implantation des colonies et des municipes, de la plaine, ainsi que des prolongements locaux pendant l'Antiquité tardive, contrastant avec la crise de l'agriculture, la grande crise de l'agriculture principalement, mais peut-être aussi causée par la désintégration des grands circuits commerciaux, conduisant à la création de productions locales pour compenser le manque d'approvisionnement depuis l'extérieur. Concernant l'emplacement et l'organisation de la production, toujours en comparant les 2 zones test, de la plaine centrale, Bononia et Mutina, et de la zone alpine, on observe la délocalisation de la production dans les zones périurbaines et suburbaines des grands centres, c'est le cas avec Bononia, et dans les zones extra-urbaines, avec un développement des villages, Vichy, tant en plaine, l'agglomération secondaire, tant en plaine que dans les montagnes. Ceci indique un lien étroit entre les sites de production et les villes, qui étaient destinataires et consommatrices de ces marchandises. On note également l'absence de grands établissements artisanaux voués à la production de biens consommés ailleurs, comme on en trouve, par exemple, dans les provinces transalpines. Au total, une répartition topographique des productions de grands centres de consommation, ce qui reflète une économie riche, mais restant à l'échelle régionale ou infrarégionale. Seuls certains produits spécifiques se hissent au niveau interrégional, notamment la pierre de construction. L'archéologie confirme donc l'existence d'une mosaïque d'économie locale postulée dès les années 90 par Foraboschi à partir des sources historiques. Passons maintenant au secteur oriental de l'Italie septentrionale. Le territoire des Vénètes est devenu partie de la 10e Regio Venetia et Istria, dont les limites ont été définies par les Alpes au nord, et le Pô au sud, et la rivière Oglio à la rivière Arsia, la rivière Formione marquant la frontière interne entre la Vénétia et l'Istria. Dans les premières années de l'Empire, la région a joué un rôle stratégique comme tête de pont pour les opérations militaires qui ont conduit à la création des provinces de Réti et Vindelici, puis à l'annexion du Norique, de la Pannonie et de l'Illyrie. Une fois consolidée la situation politique et les frontières pacifiées, le développement économique fut provoqué par l'ouverture des relations commerciales stables avec les régions transalpines. Les villes connurent une forte croissance, que ce soit les nombreux centres urbains existants, mais aussi la naissance de nouveaux, récemment établis. Le territoire est mis en valeur par un réseau de villas et de fermes, souvent intégrés dans de vastes systèmes agraires,
à la fois de cadastration et de mise en valeur des terres. Les premiers signes de la crise se font sentir à partir du IIe et surtout du IIIe siècle après Jésus-Christ. Mais de la crise économique générale de l'Italie et de l'exposition particulière de la région aux migrations des peuples barbares en quête de terre. Mais comme nous le verrons, le rôle stratégique joué par cette région dans la défense de l'Empire au cours de l'Antiquité tardive sera pour certains secteurs économiques une source de prospérité, car il fallait alors répondre aux besoins de l'armée stationnée aux frontières du Nord-Est. Les caractéristiques de l'Italie du Nord-Est, les caractéristiques géographiques, ont naturellement joué un rôle clé dans sa riche histoire démographique, économique et sociale. L'environnement qui caractérise la 10e région est caractérisé par une grande variété de paysages. Se succèdent rapidement les sommets des Alpes, les reliefs préalpins, des collines, des plaines, des lagunes et des zones côtières. Une diversité géographique qui avait aussi frappé les anciens auteurs, comme Pline l'Ancien ou Strabon. Cette variété d'environnement entraînait une multitude de ressources disponibles pour toutes les activités économiques, agriculture, élevage, artisanat. Le Piémont et les Préalpes étaient les lieux par excellence de l'exploitation de la forêt et des zones d'approvisionnement pour les matériaux de construction, notamment la pierre, qui, comme le bois, étaient transportés en aval par voie d'eau. Cette zone de montagne offrait également des pâturages abondants. Au pied des contreforts, la zone des collines, riche en eau et exposée au sud, offrait de bons espaces pour la culture de la vigne et de l'olivier, et dans certains secteurs au climat plus doux, comme le lac de Garde. Enfin, la plaine elle-même était le moteur du territoire. Sa fertilité, mentionnée à plusieurs reprises dans les sources, permettait la culture de différentes céréales, de légumineuses, de vignes, d'arbres fruitiers et de fourrages. Les vastes dimensions de la plaine ont également permis la conservation de nombreux grands domaines voués au pâturage en augmentant le potentiel de reproduction. L'élevage de porcs et de chevaux était réputé à Venise. Il fut supplanté à l'époque romaine par celui des moutons, d'une grande importance pour la production de laine, l'anaria, qui faisait la célébrité de cette région. La même plaine comportait d'importants gisements d'argile, utilisés pour la production de briques, de tuiles et de céramique. Enfin, la zone côtière offre d'importantes ressources en poissons et en sel, obtenues par évaporation de l'eau de mer dans des marais salants. Point n'est besoin de rappeler le rôle fondamental du sel pour l'homme, les animaux et la conservation des produits alimentaires. Un réseau dense de rivières, disposé radialement et caractérisé par un régime constant, forme le tissu conjonctif de ce vaste territoire. Il garantit le transport des personnes et des marchandises dans les deux sens, à partir des sources et jusqu'aux lagunes et aux bassins maritimes. Au cours de la période romaine, ce réseau de communication a été flanqué, mais jamais remplacé, par un vaste réseau routier qui a permis la circulation dans les deux sens, nord-sud et est-ouest. Étroitement liées aux parcours terrestres et fluviaux, les communications par les lagunes permettaient une navigation en toute sécurité tout au long de l'année de Ravenne à Aquilée. Les bateaux empruntaient les étangs naturels, reliés par des canaux artificiels, bien documentés par les sources littéraires. Strabon souligne le rôle de tête de pont commercial joué par la région, en particulier par Aquilée, qui recevait toutes sortes de marchandises de la Méditerranée orientale et des provinces, à la fois pour sa consommation et pour les faire transiter vers l'arrière-pays. Outre ce rôle de redistribution, Aquilée devait favoriser la distribution des marchandises produites dans la région même. La situation actuelle montre une densité impressionnante d'établissements humains, une continuité d'occupation des villes anciennes, à l'exception de deux exceptions, de deux lieux, Altinum et Aquilée, qui n'ont pas de continuité d'habitation. Mais elles restent encore, en grande partie, très peu fouillées, et l'attention des archéologues s'est concentrée sur les grands monuments.
L'ensemble de ces paramètres explique pourquoi la recherche sur l'archéologie de la production est encore difficile et pourquoi on ne dispose pas d'une image claire des productions et des systèmes économiques. Alors qu'à Parme, vers l'ouest de l'Italie du Nord, commençait le projet sur l'artisanat romain, l'université de Padoue se consacrait à l'étude de la production et du commerce des denrées alimentaires, en suivant un axe de recherche concentré sur 4 grandes séries documentaires. La vocation du territoire, les témoignages archéologiques des cultures, les vestiges de fabrication et enfin les témoignages sur le commerce. Le modèle, élaboré par Stefania Pesavento-Mattioli, a été appliqué à l'étude des principaux aliments de base, vin, huile, salaison et sauce de poisson. Les résultats ont été publiés en 2009. En ce qui concerne l'artisanat, il existe à Padoue depuis les années 1990 une tradition d'études proto-historiques développée principalement par Massimo Vidal. Elle se caractérise par une attention particulière portée à l'ethno-anthropologie et au contexte stratigraphique. La réflexion sur les questions méthodologiques a focalisé la recherche sur les indicateurs de production et sur la corrélation de certains critères permettant d'interpréter les phénomènes de production. Évaluer la disponibilité et le contrôle des matières premières, l'activité de production, des produits manufacturés, particulièrement de la métallurgie, sous la domination de chefferies, d'élites, d'institutions étatiques, la reconnaissance et le rôle des niveaux sociaux intermédiaires entre les polarités aristocratie-client. Ces études sont rendues possibles grâce à un traitement approprié des données archéologiques. Ces questions ont récemment fait l'objet de la thèse de doctorat de Paolo Michelini, qui a examiné les données de façon systématique, depuis l'époque proto-historique. Données particulièrement intéressantes pour la ville de Padoue, grâce à l'identification et à la fouille d'environ 30 sites archéologiques comportant plus de 90 ateliers de production. Pour les types de production, nous notons, au cours du premier âge du fer, entre le 9e et le 7e siècle avant Jésus-Christ, en rouge sur la diapo, on constate l'existence de quelques grands ateliers, principalement de poterie et de bronze, consacrés près de la rivière et qui sont clairement sous le contrôle des élites, des aristocrates de Padoue. À partir du VIe siècle, avant Jésus-Christ, on assiste à la multiplication des petites installations de production, principalement pour le traitement du bronze, ainsi que des céramiques, qui met en évidence l'affirmation d'une classe artisanale en liaison avec le développement de la ville et la complexification de la société. Il est à noter qu'à la fin du VIe siècle, mais surtout à partir du 5e avant Jésus-Christ, les forges de fer affirment leur présence pour la fabrication des armes et des outils, tandis que l'importance des autres métaux diminue. À partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ et pendant tout le processus de romanisation de la ville, en bleu ici, on voit augmenter de façon exponentielle l'importance de la sidérurgie et la délocalisation progressive, mais constante, de la plupart des grands ateliers vers la périphérie de la ville. Venons-en au rôle économique assumé par la Vénétie et son ouverture lors du monde romain à l'arrivée de marchandises en provenance de toute la Méditerranée. Sûrement également aux travailleurs qualifiés dans de nombreuses productions, leur présence ayant entraîné la multiplication des ateliers et des commerces. Mais tous ne sont pas facilement reconnaissables et localisables. À l'époque romaine, il y a un certain nombre de productions
qui ne sont attestés que par la documentation épigraphique, principalement d'ailleurs funéraire. Une place de choix, par exemple, devait être occupée par le travail du bois, fourni en abondance par les forêts qui couvraient les zones de montagne et les plaines, si l'on en croit les résultats des analyses archéobotaniques. Il n'est pas possible de reconstituer précisément où le bois a été travaillé, que ce soit pour faire des meubles, des tonneaux ou des bateaux, mais plusieurs monuments et inscriptions rappellent les hommes de l'art. L'épigraphie funéraire atteste un Abietarius, sectores materiarum, capsarius, carpentari, fabertiniarus, fabernavalis, cantius acutus, un tonnelier, ainsi que des fabri et des dendrophori. La qualité des monuments funéraires montre que ces artisans ont acquis un bon niveau d'aisance grâce à leurs activités. Comme je l'ai déjà dit, on ne dispose pas encore d'une étude globale sur l'artisanat de l'époque romane, à la fois au niveau régional et au niveau local. Cependant, certaines activités spécifiques de production ont récemment fait l'objet d'une enquête dans le cadre de projets de recherche ou de thèses de doctorat focalisés sur certains territoires. Les fouilles préventives d'archéologie urbaine ont apporté une contribution importante à la connaissance dans ce domaine. Concentrons-nous donc à présent sur 3 activités productives qui étaient les plus importantes dans ce territoire: le textile, la céramique et la sidérurgie, en mettant l'accent sur les aspects méthodologiques et sur les résultats les plus significatifs. Commençons par la production textile. Elle était principalement une production lainière. C'est elle qui fournit les seuls produits de l'artisanat vénète, célébrés dans les textes antiques et qui étaient exportés jusqu'à Rome. L'importance de l'élevage ovin est manifestée par l'existence et l'identification d'un certain nombre de voies de transhumance reliant les principaux centres urbains de la plaine au pâturage de montagne, en passant par des sanctuaires implantés sur les collines voisines, déjà fréquentées à l'époque pré-romaine d'ailleurs. Les auteurs antiques, à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, ont célébré les Oves Gallicae, liés à la Gaule en général. La production la plus appréciée se révèle être précisément celle d'Altinum, pour laquelle les sources parlent toujours de laine et non de tissu. À partir du 1er et jusqu'au 4e siècle avant Jésus-Christ, il semblerait que la laine d'Altino ait atteint des sommets de qualité, à la fois pour sa blancheur et pour la douceur de sa texture. Une inscription d'Altinum mentionne les opiliones, ouvriers chargés de garder, déplacer, tondre les troupeaux à différents niveaux de traitement. Leur rôle est bien attesté par 24 étiquettes de plomb. Vous en voyez 2 ici sur la diapo, retrouvées à la périphérie nord de la ville, où se trouvait peut-être un forum pecuarium. Ces étiquettes, qui devaient être fixées à l'emballage des produits à vendre, se réfèrent principalement aux toisons de laine, vellera, ou à différents degrés de traitement de la laine, succida, brute, purgata, dégraissée, mulsia, assouplie, sucscultulata, cardée, et à des colorations variées, nigella, purpurea, argentea. On trouve aussi des références à des produits finis, à des tissus spécifiques et à des types de vêtements, surtout des manteaux, qui ne sont pas liés à la notoriété des sources.
Patavium, selon Strabon, était plutôt connu pour certains tissus produits à grande échelle avec de la laine de qualité inférieure et exportée jusqu'à Rome. Cette laine de qualité inférieure, les gausape, étaient probablement des tissus qui servaient à fabriquer des couvertures et des manteaux lourds, particulièrement doux et chauds. Des trilices, vêtements très épais, semblables, et aussi des tapetes semblables, qui étaient probablement des textiles d'ameublement. Strabon, dans un autre passage, fait précisément de la production artisanale, en particulier textile, la grande richesse de Padoue, qui se vantait d'aligner 500 cavaliers, comme cela n'existait qu'à Cadix, et 12 000 fantassins. Troisième force après Rome et Cadix, donc, et 12 000 fantassins. La quantité de biens envoyés à Rome pour être vendus, en particulier les vêtements de toutes sortes, atteste que la ville est en plein essor démographique, euandria, et économique, eutechnia. Les lodis de Vérone étaient similaires au tissu de Padoue. Il faut noter que, au contraire de cette laine célébrée jusqu'à la fin du IVe siècle, les tissus de Padoue et de Vérone ne sont plus nommés dans les sources au-delà du 1er siècle. Il y a probablement eu une réduction de la production de ces types de tissus. Si les établissements ruraux étaient sans aucun doute des centres de production de laine, il est plus difficile de reconnaître les endroits où cette laine était travaillée. Autre exemple d'archéologie invisible dans un secteur qui devait pourtant être très important. Il est possible que dans certains établissements ruraux, un début de traitement de la laine ait été réalisé. À Altinum, j'ai personnellement fouillé un centre spécialisé dans l'élevage des moutons, probablement d'une race appréciée pour sa laine. Il comportait, près de la lagune de Venise, il comportait une grande bergerie semblable à celle fouillée dans la Croix d'Arles par Jean-Pierre Brun. Le complexe était entouré par des murs de clôture et alimenté en eau courante grâce à des canalisations et une dérivation d'un cours d'eau voisin. Il est probable toutefois que la plupart des traitements avaient lieu dans les centres urbains, comme le montrent les témoignages épigraphiques. 5 centres de la Vénétie, Brescia, Vérone, Est, Altinum et Aquilée, ont livré 17 inscriptions, toutes funéraires, attestant l'existence d'ouvriers des différentes étapes du cycle de traitement de la laine, principalement organisé en collegia. Lanari Purgatores, Lanari Carminatores à Brescia, Lanari Pectinari à Brescia Est, et une fileuse itinérante à Aquilée, de nombreux teinturiers et un seul foulon à Est, des lotores pour la laine ou pour les tissus à Altinum. À Brescia sont également attestés des lanari coactores qui fabriquaient du feutre, un autre produit textile. Il y a 7 attestations de vestirari concentrées à Aquilée et à Vérone, alors que de nombreux commerçants de ces tissus sont diffusés dans toute la Vénétie, avec une concentration exceptionnelle à Brescia, la présence des centonari, dont l'activité n'est pas bien claire, mais on sait que leur travail est indirectement relié au textile. Une fois de plus, l'archéologie ici est invisible. La seule possible installation de traitement de la laine a été localisée à la périphérie sud de la ville, près de la rivière.
Cette hypothèse est uniquement basée sur la présence de vasques et de canalisations. Les archéologues disposent aussi d'un autre indicateur archéologique important qui, directement ou non, peut être attribué au cycle du travail de la laine, mais aussi de la peau, en particulier de la teinture de la laine. Il s'agit d'une typologie particulière d'amphore, l'amphore Richboro 527, très répandue en Italie et dans les provinces de l'Ouest, dès la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au 3e, après Jésus-Christ. Les études de Philippe Borgard l'ont identifié comme conteneur pour le transport de l'alun, de l'iparie, un produit naturel utilisé pour la teinture des tissus et pour le tannage des peaux. Les études de Stefania Pesavento Mattioli ont permis d'identifier, en Vénétie encore, un type similaire d'amphore destiné au commerce de la lin de Milo, produit donc dans l'Égée. Ce qui est intéressant, c'est que ces amphores sont attestés à Padoue en quantité sans équivalent par rapport à la Vénétie, ce qui confirme l'importance de la transformation des produits de l'élevage, laine et peau. La répartition de leurs trouvailles, en périphérie de la ville et à proximité de cours d'eau, est une indication fiable de l'emplacement possible des établissements artisanaux dédiés à la teinture de la laine ou au tannage. Notons que ce sont ces mêmes lieux où l'on trouvera des foulons à l'époque médiévale, les foulons, les follatoi, les lieux où l'on travaillait la laine et les tissus dans la Padoue du Moyen-Âge. Afin de déceler les vestiges de la production textile de l'époque romaine, ces dernières années, l'université de Padoue a mené différents projets de recherche, coordonnés par moi-même, et dont les résultats ont été publiés lors de colloques. Premier programme, appelé Pondera, c'est le nom du tissu, a porté sur l'étude des outils liés à l'activité textile. La base de projet était le recensement des instruments liés au cycle du textile, les cisailles, les bobines, les broches, les fusailloles, les quenouilles, le métier à tisser à pesant. L'enquête a porté sur la région Vénétie et la province de Brescia. Les caractéristiques morphométriques, le poids, la décoration, l'état de conservation, l'usure, la chronologie des pesants ont été enregistrés dans une base de données informatique avec la bibliographie et les données d'archives. Au total, nous avons décompté 2866 découvertes sur 611 sites. Cet échantillon ne constitue certainement pas la totalité du matériel trouvé, mais au moins, il est suffisant pour avoir une idée générale, surtout si l'on considère que près de 70% des objets sont totalement inédits dans la bibliographie. Les plus nombreuses attestations concernent des fusailloles, 301, mais surtout les pesants des métiers à tisser, 2383, puisqu'ils sont principalement réalisés dans un matériau non périssable et non recyclable. L'analyse des caractéristiques physiques de chaque classe d'instruments, disons de classe de matériaux, est utile pour mettre en évidence les traditions locales dans le domaine textile, parfois en relation avec des cultures pré-romaines, en continuité ou en discontinuité, ainsi que l'émergence de classes morphologiques dont les poids sont standardisés. Nous avons surtout analysé les paramètres qui peuvent influer sur les caractéristiques des fils et des tissus, en se fondant sur les expériences menées par le Center for Textile Research de l'Université de Copenhague. Le poids de la fusaillole est le paramètre le plus important.
il conditionne les caractéristiques du fil lui-même. Le poids et l'épaisseur sont les deux paramètres qui ont une influence importante sur les caractéristiques des tissus. Nous avons effectué des tests en reproduisant les pesons normés, caractéristiques normées, au centre expérimental de Sanglandet, Leyre, au Danemark. Les fusailloles recensées sont de types très différents, mais à peu près, c'est le cas pour 60% d'entre elles, leur poids oscille entre 10 et 30 grammes. En ce qui concerne les pesons de métier à tisser, le recensement a montré qu'il existe deux groupes morphologiques. La forme de pyramide tronquée, avec 3 variantes, liées aux dimensions d'épaisseur, et un autre groupe de forme discoïdale. La pyramide tronquée est majoritaire, très largement. 85% des pesons retrouvés avec une prédominance des formes régulières, élargies, ce qui est le cas dans l'ensemble du territoire. Il semble qu'il s'agissait d'un instrument standard, pour tisser au 1er siècle avant JC et après JC. Pour ce qui concerne le poids, il est majoritairement compris entre 400 et 900 grammes, avec un pic entre 500 et 800. L'épaisseur, quant à elle, varie entre 3,5 et 4,5 cm, avec un pic entre 4 et 4,5 cm, ce qui révèle une normalisation aussi bien du poids que de l'épaisseur pour ces instruments de tissage. Les calculs effectués par le Center for Textile Research de Copenhague sur certains contextes de la Venezia, ceux qui comprennent un nombre suffisant de pesons, les plus standardisés, a mis en évidence l'adéquation des poids moyens au métier à tisser des fils grossiers, caractérisés par des tensions en moyenne entre 40 et 50 grammes. On note aussi une corrélation possible entre la morphologie des poids du métier à tisser et la tension des fils utilisés pour tisser, avec des conséquences sur les caractéristiques du tissu lui-même. Donc c'est différentes, peut-être morphologies différentes pour tissus différents ou pour fils différents. En outre, la comparaison des poids moyens des pesons de métier à tisser provenant d'Altinum, Padoue et Vérone suggère, des villes que nous connaissons depuis les sources littéraires, dont nous connaissons les tissus plus raffinés pour l'un, plus solides à Padoue et Vérone, ces différences productives entre les 3 zones, avec une production légèrement supérieure à Altinum par rapport à Padoue et Vérone. Donc ce résultat prend un certain relief lorsqu'on le rapproche des sources littéraires déjà mentionnées. Enfin, ce recensement systématique et l'enregistrement de tous ces paramètres de morphologie, de poids, des fusailloles et des pesons ont permis de mettre l'accent sur le fait qu'il semblerait y avoir une production plus raffinée dans les villes que dans les campagnes. La localisation des découvertes est un petit peu plus basse dans les villes par rapport aux campagnes. Pour ce qui concerne la provenance de ces instruments, pour un peu plus de la moitié, il a été possible de clarifier le contexte d'origine, funéraire, habitat, votif ou productif, ainsi qu'entre les zones urbaines et rurales. Ces informations permettent de lancer une réflexion sur les aspects économiques, sociaux, d'organisation du travail, mais aussi idéologiques.
En ce qui concerne l'organisation de la production, on note sur ce graphique la présence généralisée des instruments pour la filature et le tissage dans des contextes domestiques, en particulier dans les zones rurales, en marron ici sur le graphique, ainsi que l'existence de pesons de métiers à tisser, aussi bien à l'intérieur des villes, manufacturing site, ainsi qu'à l'écart des centres urbains. Ils étaient de toute évidence destinés à des métiers situés en ville ou à la campagne. Après tout, chaque maison était équipée d'un métier à tisser ou pour des travaux réalisés dans des ateliers de tissage. La découverte à Padoue de 2 ateliers dont les pièces sont pavées des pavements réalisés entièrement avec des pesons de métier à tisser, jamais utilisés, puisqu'ils ne présentent aucune trace d'usure, confirment l'importance de la production textile dans cette ville. En fait, les concentrations de pesons jusqu'à présent identifiées, dans des contextes domestiques, sont rares. Elles ne dépassent pas quelques dizaines de pesons, comme ici. Ils étaient tous déposés ensemble dans un petit dépôt. On ne peut établir si la production des tissus était réservée exclusivement à l'autoconsommation ou si elle était destinée à la vente. Il faut souligner également la nette prédominance des instruments de filature dans les tombes riches, alors que les instruments de tissage sont toujours placés dans les tombes pauvres. Cette particularité montre que la fusaïole connotait le monde des femmes, en prenant de multiples significations symboliques, tandis que le tissage n'était pas un signe de distinction morale, sociale, économique, ni même peut-être de sexe. Il peut s'agir de tombes d'hommes pauvres également, peut-être des esclaves. Cela permet de souligner le fait que le tissage était peut-être une activité proprement servile, pas forcément effectuée par les matrones à l'époque de la Rome monarchique. On a également suggéré que les vestiarii n'étaient seulement des marchands de draps et de vêtements, pas seulement, mais de véritables entrepreneurs du textile qui contrôlaient toute la filière de production, depuis l'approvisionnement de la laine jusqu'au commerce des produits finis. Mais il y a très peu d'indices qui vont dans ce sens. Autre résultat du projet, ce sont des aspects plus techniques de la production, qui est apparu à l'analyse de la chronologie. Les poids, les pesons de métier à tisser semblent disparaître après le IIe siècle après Jésus-Christ, peut-être à la suite de la généralisation du métier à 2 barres. La plus ancienne attestation se trouve dans le Forum de Minerve à Rome. Il s'agit donc d'un métier qui n'utilise plus ces pesons. Et donc, notre fossile directeur le plus clair et le plus important de l'activité textile disparaît et la filière devient encore moins visible après le IIe siècle après Jésus-Christ. À partir du projet Pondera, l'année dernière, nous avons développé un projet intitulé TRAMA, Textile
textile en archéologie romaine, méthode et analyse, qui a étendu la recherche sur les produits du tissage, les toiles et tissus, en essayant d'identifier les restes de tissus organiques ou minéralisés au contact d'objets métalliques. Jusqu'à présent, seul un tissu est totalement préservé et 19 minéralisés, tous provenant de contextes funéraires. L'analyse microscopique et au microscope électronique à balayage a permis d'identifier principalement de la toile de lin de bonne qualité, en bleu et en rouge sur le graphique. 4 tissus étaient des tissus de laine, leur qualité est moyenne ou haute, et ils sont fabriqués selon des procédés typiques de la tradition gréco-romaine, et donc différente de la tradition pré-romaine. Une parfaite adoption des traditions romaines donc a eu lieu de la part des populations locales. En analysant les contextes de découverte, on a pu attribuer à la majeure partie de ces tissus une fonction rituelle, puisque c'était dans des contextes funéraires. On utilisait seulement des tissus de lin pour envelopper les os brûlés du défunt et les déposer dans l'urne en cas de crémation, ainsi que pour draper le défunt, un linceul dans lequel étaient enveloppés les défunts qui étaient inhumés. Ces pratiques étaient déjà documentées dans les temps pré-romains. Au contraire, les tissus en laine avaient été utilisés ou réutilisés pour envelopper des instruments qui étaient placés à l'intérieur des tombes. Nous voyons ici un des exemples de crémation et un d'inhumation qui ont restitué ces traces de tissus d'emploi rituel. Dans les deux cas, les tissus appartenaient aux vêtements de laine, probablement la tunique, portée par le défunt. Un tissu courant de basse qualité pour un adulte incinéré, probablement un esclave de la gens Aria, et au contraire un tissu de très haute qualité pour une petite fille de moins de 5 ans, inhumée à Vérone. Le but de ces deux projets est de mieux définir, de façon diachronique, les nombreux aspects de la filière textile, les technologiques, les caractéristiques spécifiques utilisées pour la production textile de différentes régions, l'organisation du travail, la valeur sociale et idéologique du tissu, et surtout la continuité ou l'innovation dans les traditions du tissage. Facciamo una pausa, allora. Faisons une pause.